Deux détenus se sont fait la belle ce matin à la maison d'arrêt de Plomeur, aidés par des hommes armés et cagoulés. Ils sont toujours en fuite, une série noire pour l'administration pénitentiaire. Jugé irresponsable par le PDG d'Air France, la grève des pilotes se poursuit, de 50 à 70% des vols annulés aujourd'hui, un mouvement qui se poursuivra tout le week-end. À quelques jours de la date anniversaire du 11 septembre, l'Afghanistan sous tension après la tentative d'assassinat de son président. Les images de cet attentat manquées dans ce journal. Contre les loteries publicitaires trompeuses qui promettent aux plus crédules qu'ils ont gagné le gros lot, la justice a décidé de trancher. La Cour de cassation condamne ces pratiques. Il leur faudra payer le lot promis. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de l'actualité, une nouvelle évasion qui s'est produite ce matin, cette fois-ci dans le Morbihan. Décidément, l'administration pénitentiaire est mise à mal ces derniers temps. Après la découverte hier d'explosifs à la santé, ce sont deux détenus qui se sont fait la belle à la maison d'arrêt de Plomeur en franchissant le mur d'enceinte par une simple échelle aidée par des complices armés. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. C'est en utilisant des échelles que les deux détenus ont réussi à s'évader de la prison. Des échelles et la complicité de 5 hommes. Dans un premier temps, les complices maîtrisent le gardien en poste dans le Mirador. Un homme cagoulé grimpe à la hauteur du surveillant et le met en joue. Il lui a dit si tu bouges, je te plombe tout de suite, quoi. Vous voyez bien la conception du Mirador, on n'a aucune vision sur l'extérieur, derrière, quoi. Donc on se rend compte que la personne qui grimpe à l'échelle, on ne pouvait pas le voir, ça certainement. Il est 9 h, les détenus font du sport dans la cour intérieure. Le gardien maîtrisé, la voie est libre pour les complices. Ils peuvent passer les échelles et accéder au second mur d'enceinte. De là, ils jettent une corde aux détenus qui, malgré les concertinas, les rouleaux de barbelés, parviennent à s'échapper. Les murs devraient être rehaussés par rapport à ce qu'ils sont maintenant. Et il faudrait installer également du concertina ou des grillages supplémentaires pour éviter ce genre d'évasion. En fin d'après-midi, Dominique Perben, le garde des Sceaux, s'est rendu à la prison de Plomeur. S'il devait y avoir, ce qui est assez probable, des problèmes techniques, des problèmes d'aménagement, des problèmes de dispositifs de sécurité, nous prendrions les mesures nécessaires pour corriger les installations de cet établissement. Les deux détenus font partie du milieu nantais. L'un purgeait une peine de 6 ans de prison pour braquage, l'autre était en attente de jugement. Des témoins ont vu 2 véhicules quitter les abords de la prison, 2 véhicules qui, malgré la mise en place du plan épervier, n'ont pas été localisés. Série noire dans les prisons en moins d'un mois, plusieurs évasions dont celle d'un membre présumé de l'ETA. C'est son frère qui a pris sa place au parloir, une substitution qui a amené le garde des Sceaux à annoncer de nouveaux systèmes de contrôle, un système de reconnaissance biométrique que nous expliquent Yasmina Farber et Guillaume Michel. Le principe de fonctionnement de cet appareil est simple, donc chaque détenu accède à ce point de contrôle. Il est alors enregistré sur cette base qui saisit les données d'après la biométrie de la main. Ces données biométriques sont reprises, vérifiées et mises en liaison avec la photo numérique du détenu qui apparaît sur le poste de contrôle du surveillant. À Nanterre, 644 détenus sont enregistrés, encodés. Un système plus fiable que la prise d'empreintes. Toutes les allées et venues dans les parloirs ou au greffe sont contrôlées. Le risque de trouver une biométrie identique est de 0,3 sur 1 million. Notre métier, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, donc on avait un coup de retard, il fallait avoir un coup d'avance. Les progrès technologiques nous ont permis d'apporter cette réponse sur ce type de matériel. Depuis cet été, la maison d'arrêt est devenue site pilote. Elle s'est dotée de ce système suite à une évasion par substitution. Un visiteur avait remplacé un détenu après un parloir. Nous avons affaire à un système que nous espérons pertinent, en tous les cas qui est moderne et qui nous sort d'un archaïsme réel, puisqu'avant on fonctionnait sur un système d'encre indélébile. Ce système de tampon a permis l'évasion de ce militant basque espagnol, remplacé par son frère pendant un parloir à la santé. L'établissement vient de connaître d'autres déboires avec une découverte d'explosifs dans une cellule. Un phénomène qui ne surprend pas vraiment cet ancien détenu. Il y a des centaines de personnes qui entrent et sortent de l'établissement tous les jours. Que ce soit le personnel surveillant, mais aussi ce qu'on appelle les intervenants extérieurs, qui soient aumôniers, membres des associations diverses et variées intervenant dans le champ carcéral. Donc ça fait autant de personnes qui potentiellement peuvent entrer ou sortir des éléments.
Depuis le début de l'année, 19 personnes ont réussi à s'évader des prisons françaises, des évasions de plus en plus spectaculaires. Et en direct de Chalon-sur-Saône, nous vous retrouvons. Dominique Perben, bonsoir. Vous étiez en fin d'après-midi à la maison d'arrêt de Ploemeur. Alors peut-être d'abord une question sur les 2 détenus dont l'un serait dangereux. Qu'en savez-vous ? Dangereux, je ne sais, ce sont des gens du milieu nantais, donc ce ne sont pas des terroristes, mais ce sont des gens dont les complices sont manifestement des gens dangereux. Et si je me suis rendu à Lorient cet après-midi, c'est du fait de la violence de cette action qui aurait pu se terminer par des blessures ou même par mort d'homme. Et ce qui m'inquiète, c'est justement cette montée de la violence de la part parfois de certains détenus, et en tout cas de leurs complices. Et j'ai voulu aller sur place pour me rendre compte de façon concrète de la réalité des choses, pour rencontrer également les personnels. Je me suis rendu sur place avec l'inspection générale des services et nous voulons tirer de cette affaire tous les enseignements en termes d'organisation, en termes de travaux nécessaires pour assurer une meilleure sécurité dans nos établissements pénitentiaires. Y compris des sanctions si elles s'avéraient nécessaires, comme à la prison de la Santé ? Bien entendu, s'il y avait eu manquement aux règles professionnelles, il y aurait des sanctions. Mais le sentiment que j'ai, aussi bien après l'affaire de la Santé qu'après cette affaire de Lorient, c'est que nous avons surtout un dispositif des établissements pénitentiaires qui ne sont pas adaptés. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'avais, dans le cadre de la loi du mois d'août dernier, engagé un processus de travaux importants. Nous avons dégagé une enveloppe sécurité de 100 millions d'euros et nous allons également renforcer les effectifs. Je crois que c'est à la fois par des dispositifs matériels, par un renforcement des effectifs, par peut-être une organisation plus efficace dans les établissements que nous pourrons répondre à ces risques d'évasion. Au fond, on a envie de vous dire selon quel calendrier. Évidemment, il y a les intentions et puis il y a les moyens, il y a les possibilités, le calendrier. Nous avons commencé, puisque j'évoquais la loi programme il y a un instant. Dans cette loi, je me suis fait autoriser par le Parlement à brouiller les téléphones portables dans les prisons, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, car j'ai la conviction que beaucoup d'évasions sont organisées grâce aux téléphones portables. Dans les toutes prochaines semaines, nous allons commencer à brouiller ces téléphones pour éviter leur utilisation. Simplement, je reviens sur le chiffre que vous avez donné. C'est vrai qu'il y a eu 19 évasions depuis le début de l'année. Il y en avait eu en 2001, 38. Donc il n'y a pas une augmentation en termes de chiffres, mais il y a une violence qui m'inquiète et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut réagir. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions, Monsieur Perben. Dans les affaires de pédophilie, les jeunes victimes devenues adultes ont souvent du mal à raconter les sévices sexuels qu'elles ont subis. Aujourd'hui, à Melun, devant les assises de Seine-et-Marne, c'est spontanément qu'un homme de 30 ans a décidé de témoigner, même si les faits qui sont reprochés à l'un des 10 accusés sont aujourd'hui prescrits. Et ces viols ressemblent aux tortures qui ont été infligées aux autres victimes qui vont être à la barre. Reportage Dominique Verdaillan, Abdel Zouyesh. Longtemps, Sébastien s'est tu, et puis mardi, il s'est présenté à l'ouverture du procès, a demandé à être entendu. La volonté de tout dire, de tout dévoiler, sans détour, avec ses mots crus. Les sévices sexuels subis à 13 ans et ses 10 ans de prostitution. Jean-Marc Smadja, l'un des accusés, dit-il, ne m'a pas violé, il m'a torturé. Le témoin se fait accusateur public, c'est un monstre, c'est mon bourreau, poursuit Sébastien. Vous n'êtes rien en fait, pour eux. Moi pour Smadja, je n'étais rien. C'est là toute la difficulté à expliquer la chose. J'étais un défouloir sexuel. Passé l'acte sexuel, je n'étais plus rien. Elles souffrent encore, ces victimes. Bon, il faut qu'elles viennent témoigner pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Parce que si elles ne viennent pas témoigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Smadja va sortir dans 7 ans. C'est pas possible, ça. Smadja aura encore l'âge de pouvoir commettre ces délits. Et il le fera. Vous êtes en train de décrire quelqu'un qui n'est pas moi, ironie Jean-Marc Smadja dans son box. D'ailleurs, je ne vous connais pas, poursuit-il goguenard. Nous contestons surtout le procédé qui vise à sortir du chapeau un témoin de dernière minute dont les dires sont parfaitement incontrôlables puisque ne pouvant pas faire l'objet d'une instruction. Vrai ou faux, ces faits ne seront pas jugés. À Melun ou ailleurs, ils sont prescrits. Les victimes recensées de ce dossier, elles, seront entendues à partir de lundi. La plupart souhaitent le huis clos. Quant à Michel Albanque, il a consenti à révéler le nombre d'enfants dont il aurait abusé entre 72 et 96, une cinquantaine. Dans la Somme, les enquêteurs aidés par un nouveau contingent de gendarmes ont lancé un appel à témoins concernant un fourgon aperçu lors du 2e crime en juillet dernier. Le point avec Aurélia Guillemin et Madi Diawara.
C'est devenu l'une de leurs priorités. Entre les mains des gendarmes aujourd'hui, des fiches signalétiques qu'il convient de diffuser le plus largement possible. Il s'agit d'un appel à témoins dans le cadre de l'affaire Patricia Leclerc. Recherchant exactement un fourgon blanc qui pourrait être du type Renault Trafic, qui aurait été vu le 6 juillet à hauteur de Ternancourt, créneau horaire approximatif 22h30, minuit 30. 3 personnes à proximité de ce véhicule, dont un homme jeune qui pourrait être vêtu de blanc, ces personnes étant en discussion avec une cycliste à l'arrêt. Ce soir-là, Patricia Leclerc rentrait de son travail à vélo. Est-ce bien elle qui a été aperçue discutant avec 3 hommes autour d'un fourgon blanc en bordure de route? La juge d'instruction qui a reçu les familles hier n'a en tout cas rien confirmé. Concernant l'affaire Christelle Dubuisson, la 3e victime de la Somme, les enquêteurs travaillent eux aussi sur un témoignage. Cette fois, c'est un individu circulant à 2 roues qui est aperçu entrant dans cet entrepôt de Bucquois le 7 juillet dernier. Il rentre sans hésiter avec son cyclomoteur dans les locaux de la Société de l'Ambre. Il en ressort quelques minutes plus tard au volant d'une camionnette. En tout cas, il est reconnu comme tel puisqu'on parle d'un personnage avec un blouson blanc et que le cyclomotoriste avait un blouson blanc. Il s'arrête puis repart de nouveau au volant de cette camionnette. Or, c'est précisément d'ici qu'est parti le fourgon Jumpy sous lequel le corps de Christelle a été découvert le 8 juillet dernier, à 40 km de là. À Clermont-Ferrand, 5 hommes armés et cagoulés ont braqué une bijouterie. 3 des malfaiteurs ont pu s'enfuir avec leur butin. 2 autres ont été interpellés alors qu'ils prenaient la fuite à pied. C'est à coups de masse et de fusils à pompe qu'ils ont pris d'assaut la bijouterie. La grève des pilotes à Air France, un mouvement jugé irréaliste par le PDG de la société, Jean-Cyril Spinetta. Reste que les pilotes font la sourde oreille. Aujourd'hui, 60% des vols en moyenne étaient annulés et le mouvement devrait se poursuivre tout le week-end. Vincent Fourcade. Un instant d'hésitation et le doute est vite dissipé. La plupart des appareils d'Air France sont aujourd'hui cloués au sol. Une bonne raison à cela, il n'y a personne pour les piloter. Résultat, 6 vols Air France sur 10 annulés au départ de Roissy, 8 sur 10 au départ d'Orly. C'est pas agréable, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a aucun moyen de pression. Eux, ils l'ont. Ouais, qu'ils en profitent. Principale revendication des pilotes, une hausse des salaires de 10%. Les commandants de bord ont pourtant déjà obtenu 7% d'augmentation ces 2 dernières années et leur salaire annuel moyen tourne aujourd'hui autour de 150 000 €. Mais voilà, Air France renoue avec les bénéfices et les pilotes veulent maintenant leur part du gâteau. On a donné beaucoup. On pouvait, à une certaine époque, dans les années 93-94, considérer que c'était normal. Aujourd'hui, tout est bon pour rester dans la modération salariale. Il faut que ça cesse. Mais à Air France, cette grève des pilotes en agace plus d'un et en premier lieu les personnels au sol. Force ouvrière a déjà une idée derrière la tête et la CFDT dénonce le corporatisme des pilotes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des commandants de bord qui partent en conflit, seuls, sur 4 jours, pour une histoire de salaire. C'est quand même pas la population la moins nantie de l'entreprise, bien au contraire, pourtant c'est elle qui fait systématiquement le plus grève. Il est sûr que si les PNT obtiennent gain de cause au travers des négociations et de cette grève, et qu'en caricaturant, il y a une augmentation non négligeable sur leur salaire, il est clair que notre syndicat ne pourra pas être en reste concernant le personnel au sol. Ce mouvement de grève prendra fin lundi à minuit et les perturbations ne devraient pas s'amplifier, Air France assurant qu'elle respectera le programme réduit annoncé. Situation critique à Brest après 9 jours de blocus de l'incinérateur de déchets, bloqué par la communauté urbaine des agriculteurs. Au total, 1800 tonnes d'ordures sont en souffrance. Les habitants font de leur mieux, mais un four de l'incinérateur arrêté par manque de combustible rend difficile l'utilisation de l'eau chaude dans de nombreux ensembles immobiliers. Les sondages politiques de fin de semaine. Pour cette rentrée de septembre, la tendance est à la baisse. Elle touche aussi bien Jacques Chirac qui perd 7 points avec 47% d'opinion favorable. Jean-Pierre Raffarin n'est pas davantage épargné. Moins 9 points, totalisant 55% de satisfaits selon la Sofres à paraître demain dans le Figaro Magazine. Jean-Pierre Raffarin qui a décidé de reprendre en main les rênes de la communication après les déclarations parfois contradictoires concernant la préparation du budget 2003. Le Premier ministre qui était aujourd'hui à Strasbourg, l'occasion de préciser ce que beaucoup redoutaient. La croissance ne sera pas de 3% l'année prochaine, mais pas de raison de s'inquiéter. Jean-Baptiste Prédali, Frédéric Bon.
Il y a des cadeaux comme ça qui peuvent se révéler utiles à un Premier ministre pour sa rentrée politique, économique et même sociale. Ce sont les clés de la confiance. Écoute, je suis dépositaire. Voilà, la confiance. À Strasbourg, Jean-Pierre Raffarin est d'abord venu inaugurer la foire internationale. Le pays invité cette année, c'est la Corée du Sud. Autrement dit, le pays du matin calme. De quoi déjà inspirer ou faire rêver un Premier ministre. Je voudrais que nous partagions cela et qu'un jour on puisse dire de l'hôtel Matignon, l'hôtel du matin calme. Après avoir lu la presse, entendu les commentaires, engagé une journée après un matin calme. Cafouillage, déclarations contradictoires de ministres sur le budget ou l'école, il y avait comme une urgence, moins risque. Ne n'allumez pas le Premier ministre. Alors, Jean-Pierre Raffarin a dû mettre les choses au point lui-même et d'abord sur la croissance économique. Nous n'entrons pas ni dans la morosité ni dans la sinistrose, car on aura plus de croissance en 2003 qu'en 2002. Ce que je demande aux Françaises et aux Français, c'est d'être jugés ni sur les fuites, ni sur les rumeurs, mais sur l'action et les décisions. Et là-dessus, je ne suis pas inquiet, je vais même vous dire, j'ai confiance en nous-mêmes. Ensuite, il s'agissait d'indiquer des orientations. La décentralisation, par exemple, en rencontrant les élus et en engageant l'État. Jean-Pierre Raffarin voudrait faire du dossier la grande affaire des prochains mois. Mais avant, il y a la rentrée, plutôt difficile. Confiance, le Premier ministre a beaucoup répété ce mot aujourd'hui. Objectif sans doute rassurer, mais aussi montrer qu'en matière de communication dans le gouvernement, il n'y a qu'un seul patron, Jean-Pierre Raffarin. Il y a un peu plus d'une heure, le conseil régional des Pays de la Loire a été évacué après une alerte à la bombe. S'y trouvaient notamment Roselyne Bachelot et le ministre des Affaires sociales, entouré bien sûr de nombreux élus et des fonctionnaires qui travaillent dans l'hôtel de la région. Un correspondant anonyme se réclamant de l'armée révolutionnaire bretonne avait informé nos confrères de l'AFP. Les 35 heures feront l'objet d'un véritable réaménagement. L'assouplissement est inscrit dans les projets du gouvernement et François Fillon présentait aujourd'hui au syndicat les premières grandes ébauches qui apportent un certain nombre de modifications sur le régime des heures supplémentaires. Les syndicats se disent déçus. Le projet sera examiné par l'Assemblée au début du mois prochain. François Baudonnet tente de nous en tracer les grandes lignes. Augmenter le nombre d'heures supplémentaires et diminuer le repos compensateur sans que cela coûte trop cher aux entreprises, voilà l'objectif affiché par le gouvernement Raffarin. Dès le mois d'octobre, un décret va faire passer le plafond d'heures supplémentaires de 130 à 180 heures par an. Vous pourrez travailler 39 heures par semaine en moyenne, dont 4 en heures supplémentaires. Ce contingent d'heures pourra même être augmenté si les partenaires sociaux signent un accord de branche. Pour le paiement des heures supplémentaires, si vous êtes dans une entreprise de moins de 20 personnes, les 4 premières heures seront payées 10% de plus qu'une heure normale. Dans les autres entreprises, ce taux sera compris entre 10 et 25% et ce sera à la négociation entre patrons et syndicats de le déterminer. Enfin, le paiement sous forme de repos pour les 4 premières heures est supprimé. Jusqu'à présent, au contraire, il était obligatoire. Ces heures seront donc tout simplement rémunérées. Dans l'actualité de ce vendredi, à quelques jours de la date anniversaire du 11 septembre, l'enquête sur l'attentat manqué hier en Afghanistan contre Hamid Karzai. Le président tenait cet après-midi une conférence de presse à Kaboul pour affirmer que son pays ne tombe pas dans le chaos. On revient d'abord sur les images filmées en direct de l'attentat. Jérôme Benny, Patrick Desmully. C'était hier à Kandahar. Le président Karzai se rend au mariage de son frère. Curieusement, il n'a même pas de voiture blindée. Il cultive le contact avec la population. Soudain, des coups de feu. 2 hommes s'interposent. Un garde du corps américain de la voiture suivante vide son chargeur sur le groupe. L'assaillant est tué, ainsi que les 2 hommes qui pourtant l'avaient déjà maîtrisé. Attentat raté pour celui qui s'était fait enrôler il y a 1 mois dans l'armée locale. Il était originaire de la région de Helmand où se cacherait encore le Mollah Omar. Aujourd'hui, le président rescapé reprend cette tentative d'assassinat à son avantage. C'est toujours dangereux ici, j'en ai vu d'autres. J'ai été touché 3 fois pendant la guerre contre les soviétiques. Est-ce que ça m'a empêché de me battre contre eux? Mon père a été assassiné à Quetta par les talibans et les terroristes. Est-ce que ça m'empêche de les combattre?
Après l'assassinat de son vice-président en juillet dernier, Hamid Karzai a dû accepter la protection rapprochée d'une cinquantaine de gardes des forces spéciales américaines. Il n'est plus vraiment chez lui au palais présidentiel, mais c'est le prix à payer pour sa sécurité. Aujourd'hui, les Kaboulis enterraient les victimes de l'attentat à la voiture piégée d'hier qui fit 16 morts. La ville semble en état de siège. Les patrouilles de l'ISAF, la Force internationale pour la sécurité, ont reçu de nouvelles instructions. Ces mesures lancées par la force consistent d'une part en un renforcement des patrouilles de sécurité, l'établissement de checkpoints aléatoires de contrôle et un renforcement de la sécurité de nos propres emprises. À l'approche des anniversaires de l'assassinat du commandant Massoud et des attentats aux États-Unis, la psychose monte à Kaboul. Les voitures sont contrôlées aux entrées de la ville et à tous les grands carrefours. Les ennemis du régime ont prouvé qu'ils pouvaient encore agir. Et déjà les premières cérémonies aux États-Unis avant les commémorations du 11 septembre. Les membres du Congrès américain ont fait le voyage aujourd'hui de Washington à New York. Ils se retrouveront dans quelques minutes sur les lieux mêmes de la catastrophe à Ground Zero. La dignité et l'émotion des parlementaires américains. Le président George Bush a décrété 3 jours de prière et de souvenir jusqu'à dimanche. La question de la sécurité aérienne est bien évidemment dans tous les esprits. À Boston, par exemple, l'aéroport de Logan a été particulièrement critiqué après les attentats. Les autorités ont décidé de faire appel à un Israélien, ancien patron de la sécurité de l'aéroport de Tel Aviv, qui a en charge la mise en place de nouveaux dispositifs. Il faudra du temps et de l'argent. Pascal Golomer, Tristan Lebras. Dénicher la moindre faille, la moindre négligence, c'est la mission de Rafi Ron. L'aéroport de Boston l'a recruté pour revoir de fond en comble tout le système de sécurité. Lui dont c'était la spécialité à l'aéroport de Tel Aviv, un modèle en la matière. À son arrivée en octobre dernier, il a trouvé face à lui des responsables abasourdis. Car c'est d'ici que sont partis Mohamed Atta et 9 autres terroristes le 11 septembre dernier, à bord de 2 avions qui allaient s'écraser sur les tours du World Trade Center. Ce plan de l'aéroport révèle une conception qui date typiquement d'avant le 11 septembre. Les choses vont beaucoup changer. Ces changements se font dans la plus grande discrétion, évidemment. On sait tout de même que les caméras intelligentes capables de reconnaître dans une foule le visage d'un terroriste recherché ont été testées ici il y a quelques semaines. Les détecteurs d'explosifs pour les bagages seront installés avant le 31 décembre, date limite fixée par le gouvernement à tous les aéroports du pays. Les employés des sociétés privées chargés du contrôle devront également, d'ici à la mi-novembre, avoir laissé la place aux agents fédéraux, mieux payés, mieux formés. 55 000 personnes dont le recrutement est loin d'être terminé. Les nouvelles normes de sécurité seront appliquées dans les délais d'ici à la fin de l'année comme prévu. Mais tout ça se fera au prix de quelques improvisations et de mesures temporaires. Il aura fallu 50 ans à Israël pour garantir la sécurité de ces aéroports. Ça ne se fera pas ici en un an. Ce que veut avant tout Rafi Ron, c'est changer l'état d'esprit de chaque employé de l'aéroport. Que la sécurité devienne son obsession à tout moment. Après des années d'insouciance, cela prendra du temps, mais c'est à ce prix que l'aéroport de Boston deviendra un modèle pour tout le pays. Le président américain continue de déployer tous ses efforts pour tenter de convaincre du bien fondé d'une intervention militaire en Irak. Pour Jacques Chirac, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui est seul habilité à décider d'une possible action. Les États-Unis qui ont été mis en garde par la Russie et par la Chine également contre toute intervention militaire décidée en dehors de l'ONU. Martine Laroche-Joubert. Cela ressemble à une tournée électorale, mais c'est bien plutôt d'une campagne internationale qu'il s'agit. George Bush, au-delà de ses sympathisants, s'adresse au monde entier pour convaincre les principaux dirigeants de la planète de le suivre dans son projet de guerre contre l'Irak. Je prends cette menace très au sérieux. Je prends aussi le fait qu'il développe des armes de destruction massive très au sérieux. Les réactions pour le moment se dessinent sur une large palette. Allié sans condition, Tony Blair. Ce qui est important pour les Américains à ce moment de la crise, ce n'est pas simplement de savoir si vous leur apportez votre soutien ou votre sympathie. Ce qui est important, c'est de savoir si vous les rejoignez ou pas. Plus nuancé, Jacques Chirac, qui se dit déterminé, mais souhaite une décision de l'ONU. Kofi Annan, de son côté, s'inquiète. J'ai dit qu'il n'était pas indiqué pour le moment d'attaquer l'Irak, mais que cela ne pourrait qu'aggraver les tensions internationales.
Encore plus en retrait, les Russes, qui par la voix de leur ministre des Affaires étrangères expriment leurs doutes. Enfin, carrément sceptiques, dans leurs discours officiels toutefois, les Allemands, dont le ministre de la Défense exclut toute participation au conflit, sauf si l'Irak se lance dans le terrorisme. Des nuances donc, mais ici, dans le Golfe arabo-persique, les opérations se précisent. Les hommes sont prêts, le matériel est prêt, dit ce commandant, en cas de conflit. En cas de conflit, peut-être. C'est donc certain, il y aura bien un deuxième porte-avions français. Sa mise en chantier permettra de renforcer le dispositif existant, un dispositif jugé insuffisant quand on sait qu'un porte-avions, lorsqu'il est seul, ne peut être opérationnel en permanence. Le Charles de Gaulle nous en a donné l'illustration. Olivier Caroff. Indispensable, le Charles de Gaulle, mais pas suffisant. Les opérations militaires au large de l'Afghanistan l'ont démontré, la France ne peut se contenter d'un seul porte-avions. Il a fallu attendre le mois de mars pour qu'il soit prêt à appareiller après avoir subi de nombreuses pannes. Jacques Chirac a donc décidé, dès le mois de juillet, d'offrir au Charles de Gaulle un petit frère. Le ministre de la Défense va annoncer mercredi prochain le déblocage de crédits pour ce nouveau porte-avions. En fait, on se trouve dans des situations où un seul porte-avions vous permet une moitié du temps en fait en alerte. Donc il faut avoir une deuxième unité qui permette de couvrir toute l'année pendant les périodes de carénage, de révision. Ce deuxième porte-avions devrait coûter un quart moins cher que le Charles de Gaulle. Normal, il n'y a pas à refaire tout le long travail de conception du navire, il n'y aura pas non plus à rallonger le pont ou à refaire les hélices, enfin, on l'espère. La facture s'élèvera tout de même à 2 milliards d'euros minimum, sans compter les avions. Le prix à payer pour disposer 24 heures sur 24, 365 jours par an d'une force de frappe significative. À Vitrolles, vous le savez, une nouvelle élection municipale aura lieu à la fin de ce mois. On sait aujourd'hui que c'est Catherine Maigret qui conduira la liste avec son mari, qui sera cette fois-ci présent à ses côtés. Les Maigret face à une gauche qui se présente désunie. Michael Darmon, Alexandre Dequitte. La tenue est assortie comme pour dire que cette fois, Catherine et Bruno Maigret, c'est du pareil au même. C'est Pinocchio. À Vitrolles, madame est tête de liste avec un peu plus de métier, monsieur est candidat adjoint en sursis politique, bref, le couple municipal du MNR joue l'accord parfait. Il y a eu plus de 150 nouvelles entreprises sur Vitrolles depuis que nous avons gagné les élections en 1997. Sans oublier le social. C'est une grande activité pour le social. Mais on va revenir, alors on va remettre de l'ordre. S'ils sont sur deux, les Maigret, c'est parce que pour la 3e fois en 4 ans, la gauche vitrolaise est reprise par ses vieux démons. Dominique Tichadou, le candidat socialiste en 2001, a fait annuler l'élection pour un tract jugé diffamatoire et utilisé par l'équipe Maigret. Bien mal récompensé, le voilà écarté de la tête de liste par le parti pour d'obscures raisons internes. Les énarques parisiens ont trouvé plus d'intérêt dans leur congrès que dans les vitrolais et dans l'extrême droite à Vitrolles et dans les vitrolais qui souffrent. Ça ne m'étonne pas, ils sont comme ça. Et nous, ici, on n'en veut plus. Donc, à gauche, à Vitrolles, aujourd'hui, c'est Zizani. Une campagne de proximité, ça. Liste rebelle contre liste officielle menée par Guy Aubineau, le candidat de l'appareil. Monsieur Tichadou, je n'ai pas polémiqué avec lui, c'est un socialiste, il adhère à des statuts, lorsqu'ils ne lui sont pas favorables, il faudrait qu'il les respecte, sans qu'on ne peut pas se dire socialiste. Une gauche divisée, une droite discrète, une extrême droite toujours à l'affût. Vitrolles, la ville qui n'intéresse pas les états-majors républicains, reprendra le chemin des urnes fin septembre. Leurs parents étaient mauvais payeurs à la cantine. Du coup, 4 enfants n'ont eu que du pain sec et de l'eau hier à l'heure du déjeuner. La mairie ayant décidé ce coup de semonce, considéré aujourd'hui par beaucoup comme un sérieux dérapage. Anne Guéry. Midi à l'école de la Croisière, la cantine est ouverte, mais pas pour tous. Là, je suis venue amener un sandwich à mon fils, parce que la cantine n'accepte pas tant que les dossiers ne sont pas régularisés. Autrement dit, tant que les parents n'ont pas payé la cantine. Curieuse logique, hier, 4 enfants ont été condamnés à manger du pain sec à la sortie de la cantine. C'était une consigne de la mairie, selon le directeur de l'école, qui cache mal aujourd'hui son émotion. Les enfants réagissent, ils ne le montrent pas trop, ils ne montrent pas trop leur comment, on va dire leur tristesse, leur amertume, mais bon, c'est sûr qu'ils sont déjà un petit peu montrés du doigt par les autres.
De son côté, la mairie dit avoir averti toutes les familles qu'il ne serait plus possible d'inscrire les enfants à la cantine tant qu'il y aurait des arriérés. Une mairie qui se défend donc aujourd'hui de pratiquer le délit de pauvreté. Les gens qui ne peuvent pas payer, dans la mesure où ils se manifestent, on trouve une solution. Je vous rappelle que la ville d'Avignon fait payer aux familles les plus modestes le repas à 50 centimes d'euros. Et aux parents qui font encore la sourde oreille, la municipalité promet, dit-elle, une négociation sans pénaliser leurs enfants. En Guadeloupe, il n'y a pas eu de rentrée scolaire pour les élèves du second degré et du primaire. Faute d'enseignants, il manque en effet plusieurs centaines de postes et les syndicats ont décidé tout simplement de bloquer la rentrée, un mouvement de grève illimité. Des employés de la SNCF mis en cause, 3 personnes handicapées se sont retrouvées dans le wagon à bagages du Paris-Le Havre alors qu'elles étaient en possession d'un billet de première classe. Mauvaise volonté, inadaptation du matériel, tentative de réponse avec Sophie Mézel. Ils voulaient juste se rendre au Havre par le train Corail au départ de la gare Saint-Lazare à Paris. Seulement voilà, l'un des 3 amis handicapés n'a pas pu franchir les portes du train, trop étroites pour la largeur de son fauteuil électrique. Selon lui, aucun cheminot n'a voulu l'aider en le transférant sur un autre fauteuil et la seule solution proposée aux 3 personnes qui voulaient malgré tout voyager ensemble a été de les parquer dans un fourgon à bagages. Les 3 amis se sont filmés pour mieux dénoncer leur situation lors de ce voyage qui a duré plus de 2 heures dans des conditions précaires. Isolés de tous, sans confort, sans sécurité, on s'est retrouvés tous les 3, personne n'est venu nous voir, voilà. On aurait pu avoir un malaise. La SNCF avait, elle, été prévenue 2 jours plus tôt, sans pour autant trouver de solution idéale, son personnel n'étant pas formé pour ce type de manœuvre. Ce qu'on demande de manière générale, c'est qu'ils soient accompagnés par du personnel médical adapté, parce que parfois il faut les porter d'une certaine façon, c'est pas toujours facile et ça comporte des risques. Aujourd'hui, alors que les fauteuils roulants se modernisent, les trains, eux, restent à la traîne. Les plus récents comportent des portes plus larges, mais il faudra des années pour que l'ensemble du parc se mette aux normes. Depuis longtemps, les autorités sanitaires se plaignaient du peu de succès des médicaments génériques qui ont comme avantage d'être moins chers et tout aussi efficaces. Alors sans crier victoire, chacun semble aujourd'hui mieux jouer le jeu. En 2 mois, la vente de ces produits a vraiment démarré. Laurence Decherf. Face aux médicaments génériques, il y a les patients réticents, ceux qui jouent le jeu et ceux qui ont besoin d'une petite explication. C'est des médicaments qui sont sortis sur le marché il y a déjà pas mal de temps et qui en fait reprennent des molécules qui existaient déjà, dont le prix a été réajusté par les laboratoires en fait, qui les ont remis sur le marché, ils sont moins chers. Les pharmaciens proposent ces médicaments depuis plus longtemps que les généralistes. En juin dernier, ces médecins obtenaient la consultation à 20 €, avec une contrepartie, prescrire plus de médicaments pour réduire les dépenses de santé. Si je vous donne quelque chose qui s'appelle Metformine 850, qui est exactement la même chose, vous n'y voyez pas d'inconvénient? Non, aucun. Alors c'est ce qu'on va faire. Il ne s'agit pas de remplacer systématiquement tous les médicaments par leur générique à tout le monde. Il s'agit d'essayer de le faire sur le plus grand nombre et progressivement, de façon à ce que les mentalités, mutatis mutandis, des médecins et des consommateurs changent. 30% de ventes supplémentaires en un mois pour le leader du médicament générique. La France est un marché en pleine expansion. Il peut aller encore beaucoup plus haut que ce qu'il est aujourd'hui pour se rapprocher d'autres marchés en Europe comme l'Allemagne ou l'Angleterre, où la moitié des boîtes vendues lorsque le produit a perdu son brevet est vendu sous forme de générique. En France, aujourd'hui, seuls 9% des médicaments vendus sont des génériques. L'objectif est d'atteindre très vite les 15%. Vous avez tous reçu dans votre boîte à lettres ces loteries publicitaires qui vous annoncent que vous avez gagné le loto. Alors aujourd'hui, la Cour de cassation sanctionne ces arnaques à la crédulité des consommateurs. Elisabeth Esley, Patrick Bleucher. Le choix entre une Renault 25 V6. Ça fait des dizaines d'années que ça dure, ces chèques bidons, loteries ou cadeaux de pacotille. Aujourd'hui, un consommateur tombé dans le piège vient d'obtenir gain de cause. Mécontent de ne pas avoir reçu un lot de 15 000 € promis par la Maison française de distribution, en fait il n'avait gagné que le droit de participer à un tirage au sort, il avait fait appel à un avocat. La Cour de cassation lui a donné raison, la société va devoir bel et bien lui verser les 15 000 €. Une décision qui devrait amener les entreprises à moraliser leurs pratiques. Ça va les obliger à adresser des courriers honnêtes
et sincère, c'est-à-dire à expliquer aux destinataires qu'ils ont peut-être une possibilité, une chance de gagner un lot, mais en expliquant très clairement les conditions et en expliquant notamment que c'est aléatoire. L'arrêt de la Cour de cassation va faire jurisprudence, mais les consommateurs ont leur part de responsabilité. Trop naïfs, ils entretiennent ces méthodes frauduleuses. Il ne faut pas donner suite. Il faut conseiller aux gens de principalement jeter à la poubelle, de ne pas y croire. Si vraiment ils veulent essayer et voir s'ils ont gagné quelque chose, demander le règlement intérieur du jeu. Et là, ils vérifient si effectivement ils ont bien gagné ou si c'est simplement un pré-tirage ou si c'est une arnaque parce qu'on leur demande d'envoyer de l'argent et qu'ils n'auront jamais de nouvelles. Il y a 5 ans, 15 000 victimes de France Direct Service avaient obtenu la condamnation de son PDG à 2 ans de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende pour escroquerie. À 24 heures du match Chypre-France, quels sont les atouts des tricolores? Ils ne sont plus que 6 champions du monde. Dans quel état d'esprit vont-ils jouer? Les nouvelles recrues pourront-elles redynamiser une équipe qui tourne une page après l'échec du mondial? Début de réponse avec Florent Gautreau et André Germain. Il mesure déjà l'ampleur de la tâche à accomplir. Jacques Santini est à l'heure des premiers choix. Il va devoir composer une équipe avec quelques anciens, encore marqués par l'échec du mondial, et avec des jeunes censés apporter leur fraîcheur et leur motivation. De cet amalgame dépend la réussite des Bleus. On sent que les joueurs commencent à se découvrir, à bien vivre entre eux. Et puis surtout, l'important pour moi, c'était dans l'animation des séances d'entraînement, où là on a vu maintenant que les joueurs ont quelques repères en commun. La pression est déjà forte sur les épaules de Santini qui n'a sans doute pas oublié un autre Chypre-France. En 88, après un pitoyable match nul à Nicosie, le sélectionneur d'alors, Henri Michel, était limogé. Attention au piège chypriote. On me laisse entendre que Chypre c'est un match au piège. Si on croit tous que ça va être un match piège, à la fin on va se faire piéger. Parce que... Le rire est une bonne thérapie, mais le traumatisme du mondial est toujours bien présent. Et l'on dit que le médecin de l'équipe de France serait même prêt à faire appel à un psychologue pour chasser les idées sombres. Une idée qui ne plaît visiblement pas à tout le monde. Je me fâcherais si aujourd'hui on venait me proposer un psychologue pour enlever les traumatismes du mondial. J'ai fait une analyse, disons, globale de ce qui s'est passé. Il y a 3 mois, la rumeur disait que les Sénégalais avaient fait appel à des marabouts pour battre la France. Alors des psychologues pour les Bleus, pourquoi pas? Mais l'équipe de France demain contre Chypre aura surtout besoin de buteurs, car elle n'a marqué qu'un seul but lors de ses 4 derniers matchs. La rentrée théâtrale sera à l'évidence marquée par le retour à la scène de Michel Sardou, qui a choisi une pièce de Félicien Marceau. À ses côtés, Brigitte Fossé pour L'homme en question. Reportage Sophie Jouve, Bernard Puissesseau. La chanson, c'est fini pour l'instant. Dans son théâtre de la Porte Saint-Martin, qu'il a acheté l'an dernier, Michel Sardou monte sur les planches. Le héros de L'homme en question savoure sa nouvelle vie. C'est marrant parce que bon, on connaît tout le monde, on embrasse la caissière, on lui demande comment ça va, comment ça s'est passé. Enfin, c'est plus familial. On prend chez soi, quoi. Voilà. Vous me suivez ou... Et qui êtes-vous d'abord? Je suis vous, monsieur. Vous êtes moi? Exactement. Ça saute pas aux yeux. Par une nuit d'insomnie, Brigitte Fossé, la conscience de Monsieur Jaume, l'amène à revivre les épisodes de sa vie. Monsieur Jaume, un personnage haut en couleur qui permet à Sardou de donner la mesure de son talent. Trop tard. Il y a 1000 facettes à jouer, la colère, la mauvaise foi, l'émotion, le rire, la cocasserie, etc. Ça, c'est intéressant. T'appelles ça un homme, toi? Papa nous dit c'est très sportif. Sportif parce qu'il regarde un match? Alors moi, je suis un cosmonaute. Hier, j'ai regardé le départ de la fusée. Et puis, la mauvaise conscience de Michel Sardou, qui est lui-même de très mauvaise foi, c'est pas triste. L'acteur Sardou, quand on l'entend avec sa si belle voix, on se dit tiens, peut-être qu'en plus de ce talent d'acteur, peut-être qu'il pourrait chanter. Ton doux sourire au coin du feu, maman. Sanglotez tous. Monsieur, dans une noce. Je pleurais bien, moi. Quand je finissais un tour de chant, mon Dieu, j'étais en pleine forme. Et là, quand on a fini une représentation, on a besoin de souffler un peu. Le théâtre est assez fatigant physiquement. Sous les regards de ses ancêtres, la loge de Sardou ressemble maintenant à une loge d'acteurs. Le petit, pour sa 3e pièce, confirme qu'il a les gènes d'un comédien. Tu es là et mon corps est tendu comme un arc. Un Dieu est en moi dans toute la force qu'on sent en un point de moi. Et cela s'appelle? Ça s'appelle bander, madame.
Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, soirée polar avec la crime et les enquêtes d'Héloïse Rome. 0h50, le dernier journal. Laurence Piquet. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Olivier Picasso. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces images d'une des poutres retirées des débris du World Trade Center, exposées à la Biennale d'architecture de Venise.